des pilotes de l'aéropostale. Vous savez, ces hommes qui ont écrit les premières lignes aériennes de l'histoire. Ils transportaient du courrier de Toulouse jusqu'à Saint-Louis du Sénégal dans des petits coucous qu'on appelle des Breguet 14, des Breguet Michelin, qui n'étaient absolument pas faits pour ce genre de mission. Ils volaient sans instrument de navigation, à cockpit ouvert, et parfois dans les vents de sable, les turbulences, il arrivait qu'ils perdent leurs marchandises, qui étaient mal attachées à l'arrière de l'avion quand ce n'était pas leurs passagers. Des noms sont restés célèbres de cette aventure, vous les connaissez. Il y a Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet, et puis mesdames, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Mermoz, le beau Mermoz. Ces hommes ont réussi ce que d'autres pensaient impossible. Et comme moi j'étais un petit peu garçon manqué, à 15 ans, je voulais leur ressembler. Alors, je m'inscris à l'aéroclub d'Auvergne, là où vole mon père les week-ends. Je vous explique. On habite à 60 km, mais j'ai tout préparé, j'ai tout prévu. Je me suis organisée avec ma tante, Denise, qui loge à Clermont-Ferrand, tout près des usines Michelin, justement. Et puis, j'ai aussi l'argent de mes anniversaires, l'argent des petits boulots, oui, parce que chez nous, on ne part jamais en vacances, il n'y a jamais de sortie, un sou est un sou, et l'aviation, c'est notre passion, on lui donne tout. Et je me souviens encore, quelques semaines après mon arrivée à l'aéroclub, est arrivé ce qu'on appelle dans le jargon des pilotes le premier lâcher, c'est-à-dire la première fois où j'ai volé seule dans le ciel. Vous imaginez, j'avais 15 ans, comme vous, et je n'avais même pas mon permis de conduire. Et je me souviens encore que ce jour-là, il y avait du vent de travers. Et au moment de l'atterrissage, mes pieds se sont mis à trembler sur les palonniers parce que j'avais peur de me manquer, j'avais peur de manquer mon atterrissage. Et ce que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'apprendre à piloter un avion, ça veut dire aussi apprendre à ne pas écouter ses émotions. On ne peut pas contrôler ses émotions, sa peur, sa colère, sa tristesse. En revanche, on peut apprendre à ne pas l'écouter. Mon père est super fier de moi, vous imaginez, et il me baptise à ce moment-là Mère Mosette. Et moi, ça m'encourage. 9 mois plus tard, c'est l'accident. Je vous rassure, je ne suis pas venue ici pour vous faire pleurer, hein. D'autant que moi, ce que j'aime, c'est les rires, la joie, la bonne humeur. Je me souviens, quelques jours seulement après mon arrivée à l'hôpital, par la porte entrouverte, j'ai entendu des rires. La joie courait dans les couloirs de l'hôpital. 2 jeunes garçons faisaient la course avec leur fauteuil roulant. Il y en avait un en fauteuil électrique et un autre en fauteuil manuel. Cette joie m'a apaisée. J'ai été attirée par cette joie de vivre. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que la joie est une véritable force. Un moment volé sur tout le reste, la tristesse, la douleur, les soucis, les problèmes. Cette joie m'a littéralement réparée de l'intérieur, soignée de l'intérieur. Elle m'a beaucoup servi. Et elle me sert encore aujourd'hui parce qu'elle est contagieuse. Quand je ne la trouve pas en moi, je vais la puiser chez les autres. Pour autant, est-ce que ça a été facile, ma vie d'handicapée ? Ça a été l'enfer, parce qu'il y avait énormément de choses qu'on me disait impossibles. Et moi, ce que je voulais faire après mon accident, c'était voler. Mais alors, si c'était impossible, pourquoi s'acharner, après tout ? Eh bien, à ce moment-là, je suis exactement là où vous avez été un jour. Quand c'est impossible, c'est impossible. L'impossible, c'est pareil pour tout le monde. Quand on dit que c'est impossible, et c'est la même chose pour tous. Mais rappelez-vous, quand l'impossible se présente, on a toujours le choix. La vraie question, c'est j'y vais ou j'y vais pas? Je prends ou je prends pas? Quel programme je choisis? Allocation familiale, canapé télé? Ou impossible, liberté? Ben oui, parce que derrière chaque impossible, il y a une liberté. Et moi, j'ai choisi l'impossible, j'ai choisi la liberté. Parce que vous savez, même les murs de 300 mètres, on y arrive. Alors, c'est pas un fauteuil roulant qui allait m'arrêter. Le monde ne s'arrête pas de tourner, lui. Moi, j'ai envie de tourner avec. J'ai envie de danser avec. Et à ce moment-là, je me souviens, je lis dans un article que des handicapés
vole à Toulouse. Alors j'appelle. J'attendais la grâce et la grâce arrive. Je lis que des handicapés volent à Toulouse. Je ne peux pas y aller tout de suite, bien sûr. D'abord, je vais passer mon permis de conduire. Ça a été mon meilleur médicament. La porte suivante, après, ça a été le brevet. Il ne faut voir qu'une chose à la fois, qu'une marche à la fois. Chaque chose en son temps. Derrière chaque marche, il y a une liberté. Et ce que j'ai vécu, peut-être que vous l'avez vécu ou vous le vivrez un jour, parce que vous aussi, vous avez votre projet, vous avez votre vision, là où vous voulez aller, où embarquer les gens. On vous dira peut-être que c'est impossible, vous penserez peut-être que c'est impossible. Eh bien, ne voyez que la première marche. Derrière chaque marche, il y a une liberté. Et c'est comme ça qu'à 20 ans, j'ai obtenu mon brevet de pilote sur un avion équipé de commandes manuelles de pilotage. À 27, je suis devenue le leader d'une patrouille aérienne. À 28, j'ai fait changer la réglementation française pour permettre aux personnes handicapées des membres inférieurs de pouvoir devenir pilote professionnel et pilote de voltige, des domaines qui étaient jusque-là interdits aux handicapés. Ça a pris 7 ans, mais on y est arrivé. Ensuite, eh bien, je suis devenue maman. Et puis, à 40 ans, comme quoi il n'est jamais trop tard, je suis devenue la première femme handicapée au monde pilote de voltige. Voilà, ça vous a plu ? Fin du fauteuil roulant. Maintenant, c'est la pilote qui vous parle. La pilote fait le point. Là-haut, on est en l'air, un élément où l'homme n'a rien à y faire et où les risques sont maximum. Alors, comment va-t-on faire pour diminuer les risques? Eh bien, d'abord, il faut faire ce que l'on sait faire de manière excellente, c'est-à-dire monter, excellent, descendre, excellent, virage, excellent, ligne droite, excellent, je coche les cases, malgré le vent, malgré les turbulences, et si c'est pas excellent, je recommence, mieux monter, mieux descendre, mieux virer, je perfectionne le geste. L'excellence, elle se gagne à chaque fois, elle se gagne à chaque pas. Et n'allez pas vous imaginer que c'est une forme de routine, une répétition d'un même geste, à chaque fois c'est du neuf, c'est un geste que l'on fait à nouveau, avec l'excellence au bout des doigts. Je l'ai fait 1000 fois, mais je vais le faire mieux encore, inlassablement. Quand on en est là, les risques sont tout petits. Quand on en est là, on peut commencer à se dire qu'on est prêt à prendre des risques, on est prêt pour l'aléa, on est prêt pour l'inconnu. Ces mots qu'utilisent les hommes et qui les font douter d'eux-mêmes. Mais là-haut, pas de doute possible. Je dois garder le cap, m'adapter, m'ajuster, quelles que soient les circonstances, malgré les circonstances. Alors d'après vous, comment on arrive à une telle maîtrise du pilotage? Qu'est-ce qui fait qu'on y arrive? Je vous écoute. C'est une question. La confiance en soi, le travail, la rigueur, connaissance, oui, il y a tout ça, bravo. Il y a vraiment tout ça, c'est parfait. Il y a autre chose encore, c'est qu'on ne peut pas y arriver seul. On croit souvent que la voltige, c'est un sport individuel d'individus individualistes. Eh bien, en réalité, c'est une performance collective. On ne peut voler que si 100% des tâches de chaque membre de l'équipe ont été atteints. Que ce soit les ingénieurs, les mécaniciens, les instructeurs, les pilotes, chacun a un objectif qui tend vers un objectif commun, faire voler un avion. Avec en ligne de mire, bien sûr, l'issue heureuse de l'aventure. Ah, bon. Alors, qu'est-ce qui va faire, selon vous, que justement, ça va fonctionner dans cette équipe? C'est quoi une équipe qui marche, une équipe qui roule? C'est quoi qui fait que ça va prendre et que ça va fonctionner au sein de l'équipe? Comment? Ouais, la cohésion, bravo.
Eh bien, il faut toujours avoir des objectifs élevés. Il faut viser haut, sinon on ne va pas très loin. Celle-là, elle est jolie comme phrase, hein, vous pouvez la tweeter. Il faut viser haut, sinon on ne va pas très loin. Et pour un pilote, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit trouver le geste parfait pour effectuer des lignes, des courbes parfaites dans le ciel. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous emmener avec moi dans mon avion de voltige et de revivre avec moi mon vol, le vol que j'ai fait au Salon du Bourget en 2015. Lorsque j'ai volé au Bourget, je vous rappelle que le Salon du Bourget, c'est le plus grand salon aéronautique du monde. Et je vous propose de vous emmener, de vous embarquer dans mon avion. Vous êtes d'accord? Ouais? Alors, on y va. Je vous explique. D'abord, avant chaque vol, un pilote fait ce qu'on appelle la musique. C'est cette petite chorégraphie, cet enchaînement de gestes, cette répétition des gestes qu'il fait au sol. En fait, il s'agit d'une projection mentale d'un scénario qu'on va rejouer dans un futur proche. C'est ce qui va me permettre, quand je vais mettre en route tout à l'heure, de pouvoir anticiper. Je sais que je dois faire le geste 1, puis le 2, et si anomalie, je suis prête pour y répondre. Ensuite, on va monter dans l'avion. Alors, je vous rappelle que les optimistes ont inventé l'avion et les pessimistes le parachute. Vous êtes quoi? Ouais. Oh bah, là, il faut les deux. Alors, j'imagine que vous êtes comme moi, vous êtes des optimistes raisonnables. On prend notre parachute pour monter dans un avion de voltige. Ensuite, on va monter dans l'avion, on va attacher nos sangles, nos ceintures de sécurité, on va se saucissonner dans l'avion de telle sorte à faire corps avec l'avion. L'avion va devenir le prolongement de notre corps. On doit ressentir la manière dont il glisse sur les filets d'air. Ensuite, on demande l'autorisation de mettre en route à la tour de contrôle, puis l'autorisation de rouler jusqu'au point d'attente. Ici, nous allons rouler jusqu'au point d'attente, piste 21 au Bourget. Et là, au point d'attente, on fait ce qu'on appelle notre checklist. On vérifie que tous les paramètres sont bien en vert, que le robinet d'essence est bien ouvert, etc. Mais il y a une checklist qui est essentielle avant chaque décollage, c'est la checklist en cas de panne au décollage. Et oui, parce que le décollage, c'est la phase la plus critique du vol. Et s'il arrive quoi que ce soit, on doit pouvoir y répondre de manière instinctive, immédiate. Donc on fait toujours notre checklist en cas de panne avant le décollage. Si la panne intervient avant la rotation des roues, c'est-à-dire avant que nous volions, et bien là c'est très simple, on va tirer sur la manette des gaz qui aura pour effet de ralentir le moteur et on va interrompre notre décollage. Vous êtes d'accord? Si la panne intervient après la rotation des roues, là il y a deux cas de figure. Soit c'est une panne mineure, et là je vais continuer mon décollage et adapter mon circuit de piste en fonction de la panne, de telle sorte à revenir me poser proprement, correctement sur la piste. Mais si c'est une panne majeure, alors là ça veut dire qu'on n'a plus de moteur par exemple et que bientôt on est en montée, on va plus avoir de vitesse, donc là on ne réfléchit même plus, on rend la main pour garder de la vitesse. Et là, c'est droit devant, à plus ou moins 10 degrés, en évitant les obstacles. Vous êtes rassurés? Vous devriez l'être pourtant. Ah, bon, eh ben, on va y aller. Hein? C'est parti. Alors, à 1 minute, la tour de contrôle nous donne l'autorisation de rouler et de nous aligner. Piste 21 au Bourget. On va s'aligner sur la piste. Et là, on va attendre le feu vert de la tour de contrôle. On est dans les starting blocks, on attend que le feu passe au vert. Moi, je sens le stress monter là. Et à ce moment-là, je me répète toujours cette petite phrase qui est une véritable formule magique. Je suis bien meilleure que celle que je crois être. Ça vous étonne ? Vous parliez de confiance en soi tout à l'heure. Parce que vous pensez peut-être que je n'ai jamais peur en avion ou que je ne doute jamais de mes capacités. Est-ce qu'il y a des motards parmi vous? Oui. Quand on apprend à conduire une moto, on nous dit toujours qu'il faut regarder après le trou sur la chaussée. Parce que si on regarde le trou,
on tombe. Le trop d'attention que l'on porte au danger fait souvent que l'on y tombe, écrivait Jean de La Fontaine. Alors évidemment, quand on est dans le ciel, il n'y a pas de trou, il y a des trous d'air, ça n'a rien à voir. Mais le principal danger, il est dans la tête. Au début, quand j'ai commencé la voltige, je me disais « Surtout Dorine, te loupe pas !» Et systématiquement, je me loupais. Parce que ma pensée conditionnait mon geste. Il fallait donc que je pense autrement. Et pour cela que j'utilise un autre vocabulaire. Parce que les mots que nous utilisons, que nous employons, ont un impact sur notre façon de voir les choses, de voir le monde, mais aussi sur nos objectifs, les objectifs que l'on veut atteindre. C'est la raison pour laquelle, dans mon avion, j'ai remplacé toutes ces petites phrases parasites. Je suis nulle, c'est trop difficile pour moi, j'y arriverai jamais, par cette petite formule magique. Je suis bien meilleure que celle que je crois être. Oui, je suis au-delà de celle que je crois. Là, on va être après l'obstacle. Là, on va réussir à décoller. Mais rappelez-vous, chaque vol est différent. Un vol n'est jamais un copier-coller d'un autre vol. Il y aura toujours une part d'incertitude, une part d'aléa. Je ne me sentirai donc jamais totalement prête. Je me sentirai probablement toujours un peu nulle. Mais en réalité, je ne suis pas. Cette part d'aléa m'oblige à être créative, m'oblige à aller au-delà de ce que je crois être, m'oblige à devenir. Le livre n'est pas écrit, je suis en train de l'écrire. Tout ce que j'ai répété au sol, je le connais par cœur. Et puis il y a la vie. Il y a ces 3 petits points, ces 2 points, ouvrez les guillemets, cette phrase que je n'aurais jamais pensé écrire et qui est magnifique. Eh bien, voyez-vous cette phrase, il faut l'attendre. Lorsqu'elle se présente, elle est expérimentale. Et à la fin du chapitre, c'est devenu une expérience. Elle était en devenir, elle a été, elle est en moi maintenant, pour toujours. C'est ma richesse. Lorsque je redécollerai la prochaine fois, rien ne sera comme avant. Alors je récapitule. J'ai encore un peu de temps, ça va ? Ce que vous savez faire, vous devez savoir très bien le faire. C'est comme ça qu'en 2, vous pourrez diminuer les risques. C'est comme ça qu'en 3, on accueille l'inattendu. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on innove. Répétez, répétez jusqu'à la virtuosité, jusqu'au moment créateur, le nuage, le coup de vent. Là, vous serez dans la vraie vie. Vous serez au-delà de l'impossible. À 10 secondes, la tour de contrôle nous donne l'autorisation de décoller piste 21 au Bourget. J'enfonce la manette des gaz, l'avion prend de la vitesse et au bout de quelques secondes, ça y est, on vole. On n'est pas bien là? Vous ressentez comme moi, vous avez ce sentiment de légèreté. Bon, là, on a 2 minutes pour aller rejoindre notre altitude. On vérifie que tous les paramètres sont bien dans le vert. On règle notre avion en ligne de vol. Et lorsqu'on atteint 800 mètres, qu'on se retrouve parallèle au public, on regarde le bout de notre aile, on l'aligne bien sur l'horizon. Et là, on va compter 1, 2, 3, et c'est parti. Ça paraît facile, hein? Ouais. Ben vous savez quoi? Je vais vous apprendre un truc. Je vais vous apprendre à faire un looping, une boucle en langage de pilote. Vous êtes d'accord? Vous voulez qu'on fasse une boucle ensemble? Ouais? Ok. Eh bien, c'est parti. Alors, toujours, d'abord, on vérifie la météo. Hein. Bon, on va imaginer que le ciel bleu est impeccable, météo parfaite. C'est parti. Je vous rappelle les basiques. On fait le geste ensemble. Allez-y. Allez-y. Au milieu, on a le manche à balai. Hein. Alors, je vous rappelle, quand on pousse, l'avion descend. Quand on tire, l'avion monte. Ok? Facile. Et puis, on a des palonniers aussi. Quand on pousse le palonnier droit, l'avion
l'avion va à droite, et quand on pousse sur le palonnier gauche, l'avion va à gauche, d'accord? Droite, gauche, pousser, tirer. On y va? Tout le monde est prêt? Ok, c'est parti, on le fait ensemble. On me voit bien là, ça va? Bon, attends, je vais me mettre là. Donc, premièrement, on vérifie qu'on a la bonne vitesse à l'indicateur de vitesse au badin. On doit avoir 250, 260 km/h. Et là, on suit le tableau en même temps. Là, on va tirer de manière constante. 1, 2, 3, de manière à ressentir 3 G,5 de facteur de charge. Ça veut dire qu'on va peser 3 fois et demi le poids de son corps. On va être littéralement écrasé sur son siège. En 3, on a un petit peu moins de vitesse, et un phénomène se produit du fait de la rotation de l'hélice dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça crée un souffle qui vient, ce souffle vient percuter la dérive arrière de l'avion, ce qui a pour effet de faire pivoter le nez de l'avion vers la gauche. Alors là, il faut mettre du pied à droite, allez-y, du pied à droite, de plus en plus fort. Et en même temps, en 4, regardez, on arrive en haut de la boucle, si on continue de tirer, on va décrocher. Donc là, on relâche la pression sur le manche, on met de plus en plus de pieds à droite. Et là, à ce moment-là, c'est l'instant magique parce qu'on va se retrouver en apesanteur sur le dos. Et là, on voit le paysage, le ciel défiler autour de nous. On attend de retrouver l'horizon. Et là, 5, on reprend la pression. 6, et là, on relâche légèrement. Attention, je vois que vous partez à gauche là-bas. On relâche la pression sur le pied. 7, 8, enfin voilà, on termine la boucle et voilà, on peut s'applaudir. Alors, vous l'avez compris, dans un cockpit, il n'y a pas que la tête qui travaille, le pilote peut aussi compter sur les sensations, sa manière de ressentir les choses, de ressentir le vol. Et moi, il m'a fallu 2 fois plus de temps pour apprendre. Ben oui, parce que étant paraplégique, je n'ai plus de sensibilité dans mes jambes. Donc j'ai mis 2 fois plus de temps pour apprendre. Mais au final, ça a fini par payer ce travail parce que l'été dernier, rendez-vous compte, j'ai gagné une compétition face à des pilotes valides. Et cette photo, je vous la donne parce que voilà, elle peut représenter vous-même, un jour où vous étiez fixé un objectif difficile, vous ne saviez pas comment vous y prendre et vous y êtes arrivé. Alors, la voltige, c'est vraiment une école du dépassement de soi. Je vais le faire très court. Avant chaque vol, on fait... Vous connaissez ce qu'on appelle un briefing, c'est un temps que prend mon instructeur pour me donner des consignes, ce qui fait que moi je vais partir en vol sereine parce que je sais ce que j'ai à faire, je vais toujours être en avance sur mon avion et non pas derrière. Et puis après le vol, on fait ce qu'on appelle le débriefing. C'est le feedback du vol, on refait le vol entièrement pour se corriger. Et là, ça demande un peu de courage de la part du pilote parce qu'il faut oser dire ce qu'on n'a pas compris, oser dire là où on a échoué. Ben oui, parce que la voltige c'est difficile et on n'y arrive pas du premier coup. On évolue en dehors de sa zone de confort, dans ce qu'on appelle une zone de challenge, qui est une zone d'apprentissage. C'est précisément dans cette zone de challenge qu'on va apprendre des choses par palier. Alors comment ça procède? C'est très simple. Eh bien, d'abord, je vais me lancer. J'apprends une figure, je me lance. Je vais prendre un risque. Je prends le risque d'échouer. Cette prise de risque entraîne en moi du stress et me demande de fournir des efforts pour arriver à maîtriser ce stress. Mais qu'est-ce que je gagne si je réussis? Parce qu'on finit toujours par y arriver, on finit toujours par réussir. Eh bien, je vais... cet effort va se transformer en satisfaction. Je vais éprouver de la satisfaction et une bien meilleure estime de moi-même d'être arrivé à maîtriser mon stress. Et puis je vais aussi augmenter mes compétences, mes facultés d'apprentissage et je vais diminuer mon anxiété à me confronter à des situations nouvelles. Je vais améliorer mes capacités d'adaptation.
Si je reste dans ma zone de confort, c'est l'inverse qui se produit. Je me prive si je n'y vais pas. Sachant cela, eh bien, la prochaine fois, j'irai toujours plus en confiance et j'y retournerai encore, et c'est comme ça qu'on va apprendre. Alors évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas réservé à la voltige, hein. Vous en avez tous, je pense, déjà fait l'expérience, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que les échecs nous construisent, nous fabriquent, parce que ça nous oblige à trouver des solutions. Et ça, nos instructeurs l'avaient bien compris, parce qu'ils avaient toujours une devise: entraînement difficile, guerre facile. Ils savaient qu'on allait échouer, mais à chaque fois on échouait différemment et on échouait de mieux en mieux. C'est Nelson Mandela qui disait: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors, bon, j'ai été un peu rapide, mais je vais quand même résumer. Que faut-il retenir de ce que je viens de vous dire? Eh bien, premièrement, ce que vous savez faire, vous devez toujours le faire dans une virtuosité d'exception. C'est comme ça que vous pourrez accueillir l'inattendu, et à cette condition seulement. L'inattendu, c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui fait devenir. Et nos échecs aussi nous font devenir ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Nietzsche a écrit « Deviens ce que tu es ». Et puis enfin, eh bien, n'oubliez jamais qu'on ne peut rien faire seul, mais toujours ensemble. Non pas parce qu'on sait mieux ensemble, mais parce qu'on est plus ensemble. Une équipe, c'est des intelligences, des savoir-faire et des savoir-être. Alors, mobilisez vos équipes, mobilisez vos intelligences, ne renoncez jamais. Et si un jour vous êtes face à un impossible, dites-vous: chouette, voilà un mur, on va l'abattre. Voilà un obstacle, on va passer par-dessus. Moi, je hais les plaines monotones. Et rappelez-vous aussi une chose, c'est que lorsque vous aurez atteint votre objectif, n'oubliez jamais de fêter votre équipe. Moi, c'est la première chose que j'ai faite lorsque j'ai volé après mon vol au Salon du Bourget. J'ai fêté mon équipe parce que, je vous le disais tout à l'heure, mon moteur à moi, c'est la joie. C'est ce qui m'a fait tenir. Et dans cet accident, j'avais plus à perdre en perdant ma joie qu'en perdant mes jambes. Merci. Vous avez une équipe qui est motivée, qui vous donne sa passion à chaque instant.